vont mal au Burkina Faso et un peu partout ailleurs. C'est le rapport 2020 de Amnesty International qui le révèle. Le contenu du document a été rendu public hier au Burkina Faso. Tous les détails à suivre dans un court instant. Ce journal nous conduit également cet après-midi dans le centre éducatif pour les enfants sourds, muets et malentendants de la région des Cascades, porté sur les fonds baptismaux en 2016 pour participer à l'effort de l'éducation inclusive. Cette école de Omar Ouedraogo se meurt faute de moyens financiers pour faire face aux différentes charges. Avec les parents d'élèves, ils en appellent donc aux bonnes volontés pour que survive ce centre. Et enfin, la 27e édition du FESPACO, ce sera finalement du 16 au 23 octobre prochain. L'annonce a été faite ce mercredi à l'issue du traditionnel Conseil des ministres. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BF1. La situation des droits humains au Burkina Faso en 2020 n'est pas reluisante. Le contexte fortement marqué par la pandémie de Covid-19 et les conflits armés a fragilisé la bonne santé de ces droits déjà en souffrance. C'est ce qui ressort du rapport 2020 d'Amnesty International présenté hier. Un document qui note entre autres des tortures et exactions extrajudiciaires perpétrées sur le sol burkinabé l'année écoulée. On voit tout cela avec Sandrine Zougouri. Le tableau des droits humains au pays des hommes intègres, encore peint en noir par Amnesty International Burkina Faso. Son rapport 2020 sur la situation des droits humains fait état d'exactions perpétrées par des groupes armés. En mars, les Kourouégo ont effectué des raids dans 3 villages du département de Barga, dans la région du Nord, tuant au moins 43 habitants et détruisant des bâtiments. Le même mois, des hommes armés non identifiés ont tué au moins 10 civils qui se trouvaient dans une mosquée dans le village de Sissé, région du Sahel, et au moins 45 personnes sur des marchés à bétail à Compiègne-Biga et à Namougou, c'est dans la région de l'Est. En juillet, le maire de Pensa et 10 autres personnes ont été tuées entre Bassalgo et Pensa, région du centre-nord. Le rapport ne passe pas non plus sous silence l'assassinat en août 2020 par des hommes armés de Souaïb Sissé, leader de la communauté musulmane dans la province du Soum. L'autre page sombre des droits humains, l'année écoulée, ce sont les exactions extrajudiciaires et les cas de torture et autres mauvais traitements dont fait cas le rapport. Le 11 mai, par exemple, des gendarmes accompagnés de volontaires ont arrêté au moins 25 personnes sur un marché de Penchangou, c'est dans la région de l'Est, et les ont placées en détention. Le lendemain matin, 12 personnes étaient mortes dans leur cellule au poste de gendarmerie de Tawalbougou. La gendarmerie a nié toute responsabilité dans ces décès. Cependant, selon les survivants libérés en juin, 12 hommes sont morts après avoir été sévèrement battus par la gendarmerie. Le 9 avril à Djibo, par exemple, 31 personnes ont été arrêtées et exécutées par des membres du groupement des forces antiterroristes lors d'une opération. Bien que les autorités aient annoncé l'ouverture d'une enquête sur ces homicides qui pourraient constituer des crimes de guerre, aucune information n'avait été rendue publique à ce sujet à la fin de l'année. L'année 2020, fortement marquée par la pandémie de Covid-19, a également vu la restriction du droit à l'éducation, comme ça a été le cas aussi de la liberté d'expression et de réunion. En janvier, une voiture appartenant à Yacouba Ladji Bama, journaliste d'investigation et rédacteur au Courrier confidentiel, a été incendiée à son domicile. Selon les syndicats de journalistes, cette attaque avait pour but de le dissuader de continuer à dévoiler les affaires de fraude et de corruption. Le même mois, le conseil municipal de Ouaga a interdit arbitrairement un sitting devant le palais de la justice qui était organisé par le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Le collectif dénonçait le fait que les autorités ne rendent pas justice s'agissant des 50 personnes. Au plan mondial, l'avènement de la Covid-19 a tout simplement mis au nu l'incompétence de certains dirigeants qui, au lieu de soutenir et protéger leurs citoyens, ont plutôt bafoué leurs droits à travers l'usage excessif de la force. Nous pouvons, par exemple, nous arrêter un instant sur la criminalisation des commentaires sur le Covid et les attentes à la liberté d'expression. Et nous avons des exemples probants de la Hongrie où le gouvernement du Premier ministre Victor a amendé
C'est Victor Orban qu'il s'appelle. Il a amendé le code pénal du pays en y introduisant des peines de prison allant jusqu'à 5 ans pour, entre guillemets, diffusion de fausses nouvelles sur le Covid. Alors, on a également eu un usage excessif de la force, que ce soit aux Philippines où le président, le même Rodrigo Duterte, a clairement déclaré qu'il avait donné l'ordre à ses policiers de tirer à vue sur toute personne voulant perturber le système de mesures de quarantaine mis en place. On a également le Nigeria où... Pour un monde plus respectueux des droits humains, soucieux de réaffirmer sa coopération internationale, Amnesty International recommande entre autres les différents États fassent en sorte que les vaccins contre la COVID-19 soient disponibles et accessibles pour toutes et tous. Les pays riches et les institutions financières internationales devront aussi veiller à ce que tous les États disposent de moyens nécessaires pour faire face à la pandémie et s'en remettre ensuite, notamment en suspendant puis en annulant par la suite la dette. Le Burkina Faso appelait donc à être plus respectueux des droits humains. Le gouvernement s'est réuni hier autour du chef de l'État. Des décisions fortes, on note la tenue du FESPACO 2021, fixée finalement du 16 au 23 octobre prochain. On fait le point avec Luc Park-Belguem. La Biennale du cinéma africain aura finalement lieu. Le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, est annoncé du 16 au 23 octobre 2021. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres en sa séance hebdomadaire de ce mercredi 7 avril. Cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveaux talents, nouveaux défis est le thème de la 27e édition. Mais là, nous avons retenu donc les dates allant du 16 octobre au 23 octobre. Et le thème, c'est donc cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveaux talents, nouveaux défis. Et nous travaillons donc en partenariat avec le ministère de la Santé pour que tout soit mis en œuvre, donc pour qu'on puisse prendre en charge tous les festivaliers, mais tous ceux donc, qui vont venir de l'étranger ou de l'intérieur du pays et qui doivent participer à ce festival-là. Nous attendions 800 films, mais à la date d'aujourd'hui, nous avons plus de 900 films qui ont été enregistrés provenant de 28 pays, dont 71 pour le Burkina Faso. Et le pays invité donc est le Sénégal, comme cela avait déjà été dit. Et par rapport donc à la situation de Covid, nous avons invité peu de personnes, environ 150 invités contre 700 personnes que nous avions donc pour le cinquantenaire. Initialement prévu pour fin février, début mars, le FESPACO 2021 est légèrement décalé, mais toutes les activités habituelles seront maintenues dans les salles et hors des salles à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Nous avons un budget de plus de 2 milliards, environ 2 milliards 550 millions. Cela est vraiment une nécessité compte tenu donc du fait que notre pays, avec le FESPACO, constitue une vitrine pour l'ensemble des pays et surtout au niveau mondial. Alors nous voulons dire donc que tout ce que nous avions généralement comme manifestation autour du FESPACO, tout va être maintenu, c'est-à-dire donc les rencontres entre les partenaires, la cérémonie officielle dont il a parlé tout à l'heure, également les rues marchandes, le MICA plutôt, le marché international donc du cinéma et de l'audiovisuel. Nous aurons donc tout cela et également le petit FESPACO qui se tient à Bobo. Tout cela sera mis en œuvre, mais vraiment nous allons travailler comme on l'a commencé déjà avec le ministère de la Santé pour que tout le monde puisse être pris en charge et que les étrangers soient rassurés qu'ils seront effectivement au niveau donc sanitaire pris en charge. La nomination de 2 nouveaux commissaires à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a fait également l'objet d'un décret. Ces 2 nouveaux remplaceront ceux qui avaient été nommés par l'ex-chef de file de l'opposition qui se retrouve aujourd'hui dans la majorité présidentielle. Pour le compte du ministère de la Sécurité, il est annoncé le recrutement de 750 élèves sous-officiers, dont 50 femmes sur concours direct et 10 commissaires, plus 50 élèves officiers sur concours professionnel. Hier, mercredi, c'était également le Conseil des ministres en Côte d'Ivoire. Fait marquant, l'ex-président ivoirien et son ancien ministre de la Jeunesse, acquittés par la CPI, la Cour pénale internationale, peuvent désormais rentrer au bercail quand ils le veulent. Ainsi en a décidé le président Ouattara, qui s'est réuni avec le tout nouveau gouvernement après la mort de Ahmed Bakayoko. Roméo Kueta, reportage. La Côte d'Ivoire a un nouveau gouvernement.
La toute première équipe formée après le décès d'Ahmed Bakayoko était en Conseil des ministres hier mercredi. Occasion pour le chef de l'État d'instruire les 41 heureux élus du gouvernement Archi 1 sur sa vision de l'action gouvernementale. Sur ce point, Alassane Ouattara dit jouer la carte du triptyque paix, sécurité et cohésion sociale. Pour joindre l'acte à la parole, il prend des engagements forts pour le retour au pays de son prédécesseur, Laurent Gbagbo, et de son ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, tous deux acquittés par la Cour pénale internationale des crimes allégués commis pendant les violences post-électorales entre 2010 et 2011. Monsieur Laurent Gbagbo et Blé Goudé, ils sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. Les frais de voyage de monsieur Laurent Gbagbo ainsi que ceux des membres de sa famille seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Des dispositions seront également prises pour que M. Laurent Gbagbo bénéficie, conformément au texte en vigueur, des avantages et indemnités dus aux anciens présidents de la République de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara n'ignore pas que la pilule de l'acquittement définitif passe difficilement pour certaines victimes de cette crise post-électorale qui a fait plus de 3000 morts. Mais il se veut rassurant, la République restera bienveillante à l'égard des victimes, promet-il. J'ai bien évidemment une pensée émue pour les victimes et leurs familles. Je voudrais les assurer de notre compassion et de notre soutien. Le gouvernement continuera de leur apporter assistance. Le tout nouveau cabinet gouvernemental comprend 41 membres. Parmi eux, 3 ministres d'État, dont Kandia Camara, première femme chef de la diplomatie ivoirienne. Mais aussi 33 ministres pleins, un ministre délégué, le diplomate Alcide Djedje, ancien ministre des Affaires étrangères de Laurent Gbagbo, et 4 secrétaires d'État. Cette équipe enregistre 18 départs et 13 arrivées. Tous engagés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour une Côte d'Ivoire rassemblée et solidaire. On revient chez nous au Burkina Faso pour vous dire que l'ONEA est à pied d'œuvre pour assurer de nouveau la fourniture en eau aux quartiers Nagrin et Sandgo qui depuis ce mardi sont sans ce liquide précieux. La faute à un tuyau déboîté. L'Office national de l'eau qui s'excuse auprès des consommateurs rassure, cet incident n'augmentera en rien les factures à venir. Abdou Aziz Sari. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour permettre aux habitants des quartiers Nagrin, Sondogo et Bonneurville d'avoir à nouveau accès à l'eau potable. Le tuyau qui achemine l'eau vers ces zones a été déboîté ce 6 avril par une forte pression d'eau, selon l'ONEA. Et c'est cette panne que l'Office national de l'eau et de l'assainissement tente ici de réparer. Donc l'ONEA tient d'abord à s'excuser de ce désagrément qui est vraiment involontaire, puisque c'est arrivé vraiment sans notre volonté, puisque c'est une fuite. Donc on s'en excuse et présentement nous sommes à pied d'œuvre avec tous les engins que vous voyez et nous pensons quand même que d'ici demain, en tout cas tout pourra rentrer dans l'ordre. L'Office national de l'eau et de l'assainissement rassure les consommateurs que cette panne qui a occasionné beaucoup de fuites d'eau ne va en aucun cas gonfler leurs factures. Vous voyez cette conduite-là, s'est rompue en plein milieu de route. Alors que nos consommateurs sont facturés sur la base de leurs compteurs, qui sont installés dans le domicile de chacun. Donc, il n'y a même pas de risque qu'ils aient une imputation, c'est-à-dire c'est juste qu'ils n'auront pas d'eau pour ceux qui sont dans la zone. Sinon, en aucun cas, on ne peut les facturer que sur la base de leur compteur. Donc, en aucun cas, cela peut être répercuté sur eux. C'est une perte sèche de l'ONEA. Et puis c'est tout. Ce tuyau de 700 mm de diamètre date de 2004. Il a été installé dans le cadre du projet Ziga 1, indique l'ONEA.
L'eau, capitale à la survie des populations, la santé aussi, et on parle à présent de cette vidéo devenue très vite virale sur les réseaux sociaux, tant elle est irréelle. Vous l'avez peut-être même visionnée. Il s'agit de ces images, un bloc opératoire, un patient anesthésié et une lampe qu'on tente difficilement d'allumer. Eh bien, cette vidéo en guise d'interpellation n'est pas du goût des autorités sanitaires, mais le SYNCHA, le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale, reste droit dans ses bottes. S'il fallait recommencer, il n'hésiterait pas une seule seconde. Abdourazak Traouri. Non, c'est sciemment filmé et le camarade a voulu échanger cela avec ses camarades anesthésistes, dans la part anesthésiste. Enfin, un début d'explication à la vidéo devenue très vite virale au Burkina Faso. Le personnel soignant en train de se démêler pour faire fonctionner la lampe d'un bloc opératoire alors que le patient était prêt à être opéré. La scène qui s'est produite à l'hôpital Yalgado Ouédraogo a outré plus d'une personne. Environ une semaine après sa diffusion, le SYNCHA l'assume et défend ses membres qui en sont les auteurs. Et ce n'est pas la lettre d'explication demandée par l'administration qui va freiner l'élan du syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale. Quand la direction de l'hôpital cite l'article 45 de la loi relative à la fonction publique hospitalière pour condamner l'acte, le syndicat, lui, brandit d'autres argumentations. Entre dénoncer cette situation et puis se taire, puisqu'ils ont adopté d'autres attitudes qui n'ont rien donné. En réalité, c'est ça. Donc, est-ce qu'il faut se taire et puis laisser continuer ou bien il faut faire quoi? Pour moi, si moi j'étais dans le bloc là et qu'il fallait recommencer, j'allais le refaire. Voilà. Bon, maintenant, tel que vous le dites, moi je ne pense pas qu'il y a violation. Je ne pense pas qu'il y a violation. Bien plus qu'une action isolée, ce cas démontre à souhait que l'hôpital universitaire Yalgado Ouédraogo est malade lui-même. Par exemple, aucun scanner ne fonctionne dans ce centre de santé de référence nationale, regrette le SYNCHA. Sinon, au quotidien, c'est comme ça que les gens, les travailleurs caracolent. Les travailleurs se débrouillent pour pouvoir sauver les vies humaines. Voilà, donc ce n'est pas la première fois, ce n'est même pas le seul coin. Partout dans les blocs, là, c'est comme ça. C'est quoi le constat, M. Convé? Dites-nous exactement. Le constat, c'est qu'il y a une insuffisance de matériel, il y a un manque de matériel. Le peu qu'il y a tombe fréquemment en panne, et quand ça est en panne, alors qu'il y a des vies qui ne peuvent pas attendre, ça pose problème. Bonjour les dégâts. Voilà. Face aux caméras ce 7 avril, le SYNCHA a affiché pratiquement son impuissance. Il appelle maintenant le peuple burkinabé à s'assumer. Nous avons fait des grèves, nous avons fait des sittings, nous avons fait des écrits, nous avons fait des rencontres pour dénoncer les conditions de travail vraiment dans lesquelles nous sommes. Voilà. Donc, nous sommes essoufflés. Nous sommes essoufflés, mais nous pensons que, on l'a aussi dit, il y a des batailles qui nous dépassent. Nous allons toujours continuer à le faire, mais nous nous disons haut et fort que ça nous dépasse. Parce que c'est une lutte citoyenne qui interpelle le peuple tout entier. Parce que ceux-là qui viennent pour se soigner là, c'est nous bien sûr, mais ce n'est pas nous seulement, c'est les populations. C'est vous, c'est ceux qui sont à la maison. Voilà, donc tant qu'eux, ils ne prennent pas conscience que l'hôpital là, c'est pour eux, et que les dirigeants là, c'est eux qui les ont mis en place, et qui sont là pour eux, et qu'il faille les obliger à mettre les formations sanitaires à niveau pour pouvoir les prendre en charge. Tant qu'il n'y a pas cette prise de conscience là, au niveau de la population là, nous, notre lutte là, va être un leurre. Venons-en à présent à ce cri de cœur du fondateur de l'école des sourds-muets et malentendants de la région des Hauts-Bassins. Seul centre du genre dans la localité, il est menacé de disparaître. La raison, au fil du temps, les charges sont devenues insupportables pour Omar Ouédraogo, qui ne bénéficie d'aucune aide extérieure. Il en appelle aux bonnes volontés pour la continuité de son œuvre, qui a positivement impacté la vie de nombreux enfants malentendants et sourds-muets. Allons à la découverte de Raoul Guissom dans cette correspondance de Cédric Mabiou.
Le seul centre éducatif pour les enfants sourds-muets et malentendants de la région des Cascades se meurt. Créé en 2016 par Ouedraogo Oumar à la suite d'une expérience à Koudougou en tant qu'éducateur des enfants sourds et malentendants, il va décider de combler le vide dans des centres du côté de la région des Cascades avec son salaire de saisonnier. Son projet va vivre toutes les expériences liées à la grandeur de ses rêves, celui de voir un sourd-muet accéder à de hautes fonctions au Burkina Faso. Et pourtant, des talents et du potentiel, les enfants du centre Raoul Gibson en régorgent. Les enfants sourds, sont spéciaux. C'est des enfants, ils aiment être avec les personnes qui les comprennent en fait. Quand tu ne les comprends pas, ils s'éloignent de toi. Et puis, s'ils ont des problèmes, souvent, ils viennent expliquer. C'est des enfants qui aiment parler en fait. Genre, ils aiment parler avec les gens qui les comprennent. Quand tu ne les comprends pas, ils te parlent une fois, deux fois, après, ils ne te parlent plus. Parce qu'ils se disent que tu ne les calcules pas, quoi. Sinon, ils sont vraiment géniaux. Des qualités qui risquent de rester inexploitées en raison des difficultés que rencontrent les responsables de ce centre. Nous sommes en location et que le loyer, vraiment, ça pèse sur nous. Et je ne vais pas vous mentir, ici, pour pouvoir prendre carrément tout en charge, et ses enfants et le personnel et puis le loyer, il faut une somme à peu près de 468 200 francs. Voilà, vous voyez, si on enlevait le loyer, et l'électricité et puis l'eau, on allait réellement essouffler. Parce qu'on a vu croiser quelques partenaires, quelques associations là, voilà, suisses et françaises, et qui ont promis la construction d'un centre si on leur présentait un terrain. Et d'autres ont promis un forage, voilà, il y a eu beaucoup de promesses. Mais toutes ces associations, ces ONG-là, veulent voir un terrain en notre nom avant d'investir. Notre plus grand souhait, c'est d'avoir un terrain. Voilà, un terrain pour construire le centre, au fait. Des portes, Oumar Ouedraogo en a tapé. Pour l'instant, il n'a reçu que des promesses d'ouverture. Une situation qui désole davantage les parents d'élèves qui inquiètent d'une éventuelle fermeture, tant le changement observé chez leur progéniture depuis la fréquentation de ce centre est réel. L'enfant, il était laissé à lui-même, il restait à la maison, il se promenait beaucoup. Et dès que j'ai entendu parler de ce centre, j'ai dit bon de l'amener afin qu'il puisse apprendre quelque chose avec ses camarades. Bon, en tout cas, beaucoup de choses parce que d'abord même le vivre avec ses camarades, il est beaucoup accepté avec les camarades du quartier. Et partout, même actuellement, quand il passe, les enfants l'appellent pour s'amuser avec lui. Depuis qu'elle vient à l'école, son comportement a changé. Il y a eu de l'amélioration dans les gestes. Souvent, c'est elle-même qui m'apprend à lire le livre de lecture à travers ses gestes et à faire les calculs. En attendant la réaction des bonnes volontés, les responsables du centre Raoul Gibson s'accrochent à leur seule motivation, à savoir la joie d'apprendre de ses enfants si particuliers. Et puis, c'est parti pour le projet Touma, lancé pour résorber la problématique de l'employabilité des jeunes et des femmes. Le projet ambitionne à terme créer 13 000 emplois et 1 000 micro-entreprises. Il devra contribuer, entre autres, à renforcer la stabilité régionale. Justin Amonto a suivi son lancement pour nous. Il nous en parle. C'est le lancement officiel du programme de subvention 2021 du projet Touma. Un projet d'appui à la compétence professionnelle, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes et des femmes des régions rurales du Burkina Faso. L'objectif est de contribuer à la stabilité régionale et à une meilleure gestion des migrations. Le projet vise la création de 13 000 emplois et de 1 000 micro et petites entreprises. On essaye de répondre à un besoin, n'est-ce pas? Un besoin à la population, parce que nous avons ce projet-là particulier, il est financé par un financement européen qui a été créé pour atténuer les effets négatifs de l'immigration sauvage. On travaille avec les gouvernements, on travaille avec les différentes entités gouvernementales, mais aussi avec la société civile, avec les secteurs privés. Et ce que nous cherchons, c'est vraiment contribuer à que ces pays aient de la stabilité. Et pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, nous considérons qu'on devrait accompagner et favoriser la création d'emplois. Le programme va favoriser le renforcement des compétences techniques et professionnelles de 5 500 jeunes et femmes au Burkinabé.
L'amélioration des capacités de résilience et de soutien des acteurs locaux aux activités économiques initiées par des jeunes et des femmes figurent aussi parmi les attentes du projet. Selon le ministère en charge du commerce, c'est un atout pour le pays des hommes intègres. Ce projet, n'est-ce pas, est un atout pour le Burkina Faso. Il vient soutenir le Burkina Faso en termes de création d'emplois et d'employabilité des jeunes et aussi des femmes. Ce projet sera essentiellement réalisé vers les zones où il y a les défis sécuritaires. C'est pour, n'est-ce pas, amener une réponse à la population dans ces zones-là pour leur autonomisation, pour leur employabilité et aussi la création d'emplois dans ces zones-là. Un projet cofinancé par l'Union européenne et la coopération autrichienne, avec une enveloppe financière de plus d'1 500 000 €, soit plus d'1 milliard de francs CFA. Le projet sera mis en œuvre dans 5 régions, notamment les régions des Cascades, des Hauts-Bassins, de la boucle du Moun, du Nord et du Sahel. Le Burkina Faso est également confronté à de nombreux défis en matière de gestion durable de ses ressources naturelles, bénéficie d'environ 4 milliards de francs CFA dans le cadre du projet gestion décentralisée des forêts et espaces boisés. Mais problème, à 3 mois de la fin du projet, près de 1 milliard chôment toujours dans les caisses. Et il faut replanifier les actions pour pouvoir consommer ce reliquat. La question était au cœur d'une rencontre d'échange présidée par le ministre en charge de l'Environnement. Arsène Konditamde, reportage. C'est une rencontre d'échange, mais aussi d'interpellation sur un peu plus de 4 milliards de francs CFA obtenus par le Burkina Faso dans le cadre du projet de gestion décentralisée des forêts et espaces boisés. Environ 1,5 milliard n'ont jusque-là pas été dépensés. À la date du 30 juin, si cette somme n'est pas décaissée, elle sera retournée au bailleur de ce projet. Pour le ministre en charge de l'Environnement, il faut nécessairement mettre cet argent à profit tout en respectant les règles en matière de finances publiques. Nous sommes obligés d'interpeller donc les communes et les structures, la coordination, l'ensemble donc des intervenants, pour que d'ici les 3 mois, nous puissions accélérer l'ensemble des activités et permettre donc aux communes d'absorber donc non seulement les 1,5 milliard de francs CFA environ, mais également de respecter les procédures pour que nous ne perdions pas donc ces financements. Parce que si à cette date-là, nous n'avons pas décaissé, nous perdons purement et simplement le financement des 1,5 milliard de francs CFA. Ce qui est intolérable dans un pays comme nous, qui avons besoin qui est donc de ce genre de financement, qui n'est même pas un prêt, mais un don. Il s'agit vraiment de maximiser l'utilisation des ressources qui sont disponibles avant la clôture du projet en juin de cette année. Et également, nous sommes dans l'étape de préparation d'une mise en échelle de ce projet pour mettre en échelle l'approche du travail avec les communes, de 30 communes à 90. Le projet de gestion décentralisée des forêts et espaces boisés est mis en œuvre dans 34 communes du Burkina Faso. À 3 mois de la fin du projet, le bilan est jugé satisfaisant par les premiers responsables. Et sur le plan physique, nous pouvons retenir donc au profit des différentes communes tout compte fait. Nous avons près de 71 espaces de conservation qui ont été actuellement identifiés et aménagés. Il faut noter également des aménagements de bas-fonds, parce que vous savez que c'est un projet intégré et ça prend en compte donc tous les besoins des populations. À ce titre-là, nous avons près de 75 hectares également de bas-fonds qui ont été aménagés déjà à ce stade, avec d'autres qui sont en cours. Également, au niveau des aspects pastoraux, nous avons aujourd'hui près d'une trentaine de parcs à vaccination. Ces réalisations ont été possibles grâce à un taux de décaissement moyen de 88%, soit 3 milliards 920 millions de francs CFA sur 4 milliards 440 millions de francs CFA pour les financements initiaux. Avant de refermer ce journal, rendons-nous au Rwanda où le président Paul Kagame a salué hier, à l'occasion de la commémoration du 27e anniversaire du génocide des Tutsis, une importante avancée de la France dans le processus d'apaisement des relations entre les deux pays, avec notamment la publication du rapport du clerc qui en dit long sur le rôle de la France dans cette tragédie. Dans la foulée, il a annoncé la publication d'un rapport rwandais sur ce drame d'ici fin avril. Les précisions avec nos confrères d'Africa News.
Le président rwandais Paul Kagame a salué le rapport français sur le génocide de 1994. À l'occasion des commémorations du génocide des Tutsis au Rwanda, le chef d'État s'est exprimé sur l'avancée qui a été franchie dans l'apaisement et la normalisation des relations entre la France et le Rwanda. Nous saluons ce rapport car il marque un pas important vers une compréhension commune de ce qui s'est passé. Il marque également un changement, il montre une volonté. Le rapport français de la commission Duclerc, publié le 26 mars dernier, a reconnu que la France était fautive, notamment pour l'appui militaire et logistique qu'elle a apporté au Rwanda à cette période, bien que rien ne prouve qu'elle ait une volonté de participer au génocide lui-même. Une enquête similaire est actuellement menée par les autorités rwandaises. Les conclusions que nous avons entre les mains, basées sur le travail qui a été fait par des personnes qui ont été mandatées pour cela, sont presque similaires ou parallèles à ce qui a été fait en France. Paul Kagame, ancien chef rebelle Tutsi qui dirige le Rwanda depuis le lendemain du génocide il y a 27 ans, a affirmé que l'enquête rwandaise devrait être publiée d'ici la fin du mois d'avril. Pour le président rwandais, l'important est de continuer à travailler ensemble pour documenter la vérité. Voilà, mesdames, messieurs, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Je vous retrouve demain, même heure, même canal, pour un autre point de l'actualité. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonsoir.